Salut tout le monde, bienvenue sur la boîte à métrage et aujourd'hui on va parler de ça. Mais ça sera après le jingle. Musique. Ce petit machin qu'on appelle le DJI Avata est plein de promesses, plein de qualités. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce drone, des trucs qui sont très bons. Bah voilà, je l'ai déjà pété. Mais pour spoiler un petit peu la chose, ce drone, c'est littéralement une petite bombe que nous a sorti DJI, mais pas parfaite partout. DJI propose 3 packs différents. On viendra parler de ces packs un peu plus tard dans la vidéo, on va se concentrer plutôt sur le pack le plus élevé, donc la nouveauté. C'est le pack avec les DJI Goggle 2. Pas les V2, les 2, et il y a une grosse différence. Tout d'abord, dans le pack, on retrouve le DJI Avata. À première vue, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment ultra compact. On est sur un drone de 3 pouces et c'est vraiment super appréciable en termes de transport. On a un drone qui est facile à prendre, les batteries sont microscopiques, et puis voilà, quoi, il y a juste à l'enquiller et... Vol! Dans le pack, on retrouve les fameuses DJI Goggle 2. Si on a déjà eu les Google V2 dans les mains, on se rend compte tout de suite de la différence. On est sur un truc ultra compact et léger. Là, c'est vraiment, je vais pas dire une prouesse technique parce que je pense qu'ils ont largement les capacités pour faire mieux. Mais en termes de praticité, c'est dingue. Hein. Franchement, on remplit l'antenne là, dans le sac, paf, 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 et c'est parti quoi. Dans les deux packs, on retrouve aussi la DJI Motion Controller, cette fameuse manette qui est sortie il y a déjà presque 1 an et demi lors de la présentation du DJI FPV. Cette manette, pour résumer, on en reparlera également aussi après, c'est une manette qui fonctionne par gyroscope, c'est-à-dire que le drone est piloté à une seule main et en fonction de l'inclinaison qu'on va donner à la manette, le drone va avancer, reculer, enfin voilà, vous avez compris, ça se passe vraiment comme une manette d'avion. En termes de pilotage, je trouve que le drone est très facile à piloter. Clairement, on a quelque chose qui est assez réactif, qui est quand même moins réactif que le DJI FPV, on en reviendra. C'est un drone qui est fait pour faire du cinéma, des grandes lignes droites, des courbes, rentrer dans les maisons, en intérieur, en extérieur, voilà. C'est un drone qui est fait pour ça. C'est pas fait pour aller à 150 km/h et encore moins pour faire des figures acrobatiques freestyle. Là, on est sur un drone vraiment de type cinéma, où on doit faire un vol plutôt lent, posé, calme. Et pour sa fonction, il la remplit parfaitement. Du moment où vous voulez commencer à faire des dives, des choses comme ça, je trouve qu'il est bien moins réactif que le DJI FPV. J'ai fait des essais et j'ai trouvé ce problème à chaque fois que j'ai changé mes rates. Dès la reprise en fait du vol, on a un truc qui est un peu moins véloce. Alors il faut l'anticiper, ça fonctionne très bien, mais il faut le savoir, c'est que c'est facilement crashable quoi. Concernant la caméra, on a une caméra qui a une taille de capteur de 1 sur 1,7 pouces. C'est bien plus grand que du 2/3 de pouce et bien plus petit que du 1 pouce, mais franchement la qualité est vraiment très bonne. Pour moi, on est vraiment au-dessus de la GoPro. D'autres me diront non, c'est pas vrai, d'autres me diront oui, c'est vrai, mais clairement, moi j'ai l'impression que la qualité est meilleure. En trotte, en basse lumière. On a plus ce fameux grain dans les ombres qu'on avait sur le DJI FPV, on a une plage dynamique qui est plus élevée. Alors bien évidemment, c'est pas un capteur 1 pouce, ni 4/3, ni plein format, donc on sera quand même limité en termes de retouche vidéo. Mais c'est quand même vachement appréciable d'avoir un capteur qui fait une taille un peu plus grosse que du 2/3 de pouce. Ça nous permettra d'avoir un peu plus de plage dynamique. En termes de profil d'image, on retrouve le classique profil standard de DJI, mais aussi le Cine-like D qui est maintenant dans tous les drones. Et pour faire un peu d'étalonnage un peu plus poussé, un peu plus guapa, effectivement c'est fort appréciable. En termes de format d'image, il peut filmer en 4K 60, en 4K 50, 2,7K en 120 si vous avez les DJI Goggle V2, les anciens modèles, allez savoir. Et sinon, il filme également en 2,7K, en 100 fps et ainsi de suite jusqu'à 1080, je crois que c'est. Le gros blème qu'il y a avec ce drone, pour moi, clairement, c'est qu'il ne filme pas en 4K 25 images par seconde. Et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est que DJI Avata a un débit de 150 mégabits par seconde, ce qui est très bien. Mais à 50 images par seconde, en faisant le calcul, on se retrouve avec des images qui vont être un peu moins riches en données et on risque un peu d'être embêté en post-production si on n'a pas forcément envie de faire des ralentis. C'est en fait, clairement, c'est un peu du gâchis. Alors je pense que derrière, DJI proposera une mise à jour pour amener cette fonction, mais pour l'instant, c'est pas top quoi. Le gros avantage de ce drone, c'est comme le DJI FPV, c'est qu'ils sont stabilisés de base. La vidéo que vous verrez dans le casque est absolument à vomir, ça bouge dans tous les sens, mais derrière, quand on branche sur l'ordinateur notre micro SD, la magie opère et la vidéo est stabilisée. On retrouve le grand Rocksteady 2 qui avait déjà dans le DJI FPV.
C'est le même, mais j'ai l'impression que la stabilisation est bien, mais bien meilleure que le DJI FPV classique. Toutes les secousses, on les ressentait dans le DJI FPV. Là, on les a plus. Alors, est-ce que c'est le pilotage du drone qui est différent? Je pense que ça joue beaucoup parce qu'il est quand même petit. En 3 pouces, il prend un peu moins le vent du coup avec la taille qu'il fait. Le gros, mais alors le gros avantage de ce drone, c'est qu'on a enfin les données gyroscopiques de la caméra. Pour ceux qui ne savent pas, en FPV, 95% des gens utilisent des GoPro qu'on vient fixer dessus et on récupère les données de la caméra non stabilisées. On les passe dans un logiciel qui s'appelle RealSteady Go et qui va derrière stabiliser les images à la perfection. La magie opère et là on a des images. On peut être le plus grand pilote, le plus nul du monde. On aura toujours à avoir un résultat impeccable. Avec cette bête, on peut enfin le faire. Pourquoi c'est super intéressant? Car on va éviter d'avoir des GoPro collés dessus avec des poids bien plus conséquents. Et surtout, la qualité de l'image étant très très bonne, on va pouvoir enfin stabiliser les images avec le logiciel Gyroflow pour le coup, qui a été du coup mis à jour il y a peu de temps en version 1.2. Je ferai une vidéo par la suite pour vous montrer comment on fait cette manipulation qui est d'une simplicité incroyable. Ce sera une vidéo qui va être très courte, mais qui est bien plus puissant que la stabilisation de Rocksteady. On a les deux facettes, c'est-à-dire qu'on a une stabilisation en interne qui est plutôt bonne pour moi, et une stabilisation en externe qui est excellente. Ce drone possède 3 modes de vol. On a le mode normal qu'on avait sur le FPV, le mode sport et le mode manuel. Le mode normal, le drone est stabilisé et il aura une vitesse plutôt lente. Je n'ai pas les valeurs en tête, je les mettrai par là pour vous les donner. En mode sport, c'est la même chose que le mode N, par contre le drone va beaucoup plus vite, il va quasiment à sa vitesse maximale, si je dis pas de bêtises, à 97 km/h. Et le fameux mode manuel où on peut faire des pirouettes, des loopings et des backloops ou des backflips, ce que vous voulez. En tout cas, c'est là complètement que ça bloque avec ce drone. Pourquoi ça se bloque? C'est que dans le pack, on a seulement la Motion Controller, qui n'est bien évidemment pas compatible en mode manuel. Pour utiliser le mode manuel, il vous faudra absolument la DJI Controller 2. Et c'est là où les gens vont grincer les dents, c'est qu'il faut encore une fois repasser bien évidemment à la caisse. Et ça coûte encore une somme de 150 € et ça commence à piquer un petit peu. En revanche, le gros avantage, si vous avez déjà un DJI FPV, c'est que tout est compatible avec le DJI Avata. Donc il vous restera plus qu'à acheter le DJI Avata séparément et vous pourrez voler en toute tranquillité avec tous vos accessoires bien configurés et fonctionnels en manuel. Pour le mode manuel, c'est un mode qui est assez compliqué à prendre en main, mais qui n'est pas non plus impossible, parce que même moi je l'ai fait. Pour ce faire, il existe des simulateurs de drone qu'on peut retrouver sur l'iPhone, sur Android. DJI a créé une application qui s'appelle DJI Virtual Fly, où on vient brancher directement son téléphone à son casque, et on se retrouve dans un simulateur de vol où on peut vraiment apprendre à piloter en manuel. Personnellement, je trouve qu'il est pas bien, c'est très lent, on dirait qu'il y a de la gravité. En termes de simulateur, je vous conseille vraiment d'utiliser Liftoff par exemple, qui est un simulateur qui est disponible sur Steam, sur Mac et sur Windows. C'est un simulateur qui est vraiment proche du réel. Et d'ailleurs, on peut retrouver, je crois, le DJI FPV dans l'application. Donc du coup, on a vraiment les caractéristiques du drone. Et bon, effectivement, ça reste un simulateur, on n'a pas toutes les conditions de vent, etc. Mais vous allez voir, vous allez vite prendre la main et vous allez vraiment être en confort le jour où vous passerez en manuel dans la réalité, sans avoir peur d'éclater le drone en moins de 2 secondes, quoi. Parlons maintenant du DJI Goggle V2. Ce casque qui est vraiment incroyable en termes de poids. C'est moi franchement, ayant eu le premier modèle, je suis bluffé de la diminution de poids en une génération. Ce casque est équipé de 2 écrans OLED qui sont bien évidemment dans chaque œil. L'avantage qu'il a également, c'est que les lunettes de vue ne passent pas, mais DJI a pensé à tout. On va pouvoir régler notre vue directement dans l'écran. En fait, il y a un système de bague qui vient se régler. On va pouvoir régler la vue en fonction de votre correction. Les antennes sont compactes et s'enlèvent facilement. Par contre, en termes de confort, c'est une catastrophe. Clairement, je ne sais pas si c'est mon visage qui est mal foutu, mais en tout cas, on est dans un inconfort total. L'encoche du nez est gigantesque, mon nez passe pas. Il y a une bosse dessus juste en avant, ça me fait mal. Clairement, là, non, c'est un raté complet là. Ouais, je ne sais pas qui a utilisé ce casque comme modèle, mais il devait pas avoir un très joli nez. Là, on n'est pas bien du tout, quoi. Voilà, il faut clairement patienter. Les mousses sont rétractables et ça, c'est un bien. Donc, on va pouvoir les changer et trouver des mousses qui s'appellent ça confort. DJI avait sorti ça avec la Goggle V2 et c'était vraiment différent. Sinon, le casque est équipé également d'un port USB Type C
d'un port pour le charger avec la batterie, du micro SD et d'une entrée casque. Et c'est pas mal parce que ce casque permet également, avec le port USB, de connecter un dispositif de connexion HDMI et pouvoir regarder un petit film tranquille dans le casque, dans le canapé, quand madame regarde Top Chef à la télé. C'est un gadget, mais ça peut être pas mal. Ça permet aussi de justifier la hausse de prix, je pense, parce que bon, mine de rien, mis à part la taille qui change, ça vaut pas non plus 400 balles de plus, personnellement, je pense. Sinon, en termes d'affichage de rendu, je suis plutôt mitigé, je trouve que le rendu est excellent. Comme les V2, je vois pas une grosse différence, clairement. Je suis pas non plus waouh, on voit plus de détails. Non, c'est pas fou. C'est mieux, mais pareil, c'est pas un choix de changement qui doit être celui-ci. Si votre choix de changer de casque, c'est ça, oubliez, franchement, vous allez être déçus. Si vous le changez pour la taille, je vous dis oui tout de suite. Par contre, pour la qualité d'image, là, je vous dis tout de suite non. La qualité est bonne, mais c'est pas non plus la révolution, quoi. Clairement, on passe de 810p à 1080p dans des lunettes comme ça, avec une vision aussi courte. On voit pas vraiment la différence, clairement. Le Motion Controller, c'est la manette qui est prévue dans les deux packs. Donc le premier pack DJI avec la Google V2 et le pack avec les Google 2. La Motion Controller, c'est une manette qui permet de piloter le drone en mode N et en mode S avec une facilité déconcertante. Pour vous dire, ma femme qui n'avait jamais utilisé un drone FPV de sa vie, l'a piloté en moins de 2 minutes. Clairement, c'est super simple. Comment ça fonctionne? Dans l'écran, on a un point qui est le centre en fait de gravité de la manette, et en fonction de l'inclinaison qu'on lui donne, le drone va rejoindre ce point dans la direction que vous lui donnez. Et effectivement, c'est très facile à prendre en main, on sait en le faire très rapidement. Par contre, le gros désavantage, c'est que le mode manuel n'est pas disponible, on ne pourra pas faire des pirouettes avec ou des accros, donc du coup, on va être très vite limité. Je pense que c'est un outil qui est très sympa, mais si vous voulez compter en faire en mode manuel ou vraiment débridé en fonction comme un drone FPV classique, vous allez vite la mettre au placard. Clairement, voilà. Moi, je suis pas convaincu, je trouve que c'est très bien, mais pour le prix et le peu de temps que vous avez en servir, je dis non. Même si c'est une technologie qui est très impressionnante, franchement, c'est très facile d'utilisation. Mais voilà, il y a ce manque de fonctionnalité qui se fait vraiment paraître très rapidement. Concernant le contrôleur V2, c'est la manette qu'il vous faut absolument pour pouvoir jouer en mode accro avec ce drone. C'est la manette qui était prévue initialement dans le pack DJI FPV. Petite parenthèse, j'ai galéré vraiment à la configurer avec mon DJI Avata. Pour ce faire, il faut rester appuyé longuement sur le bouton allumage après qu'elle soit allumée bien sûr, et aussi également après que le drone DJI Avata soit allumé, rester appuyé sur le bouton d'allumage de la batterie et on va voir un petit bip qui va se faire et un moment, la manette et le drone vont se connecter ensemble et seront du coup fonctionnels. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, la portée. Il existe deux types de puissance qui sont émises par ces casques. On a la puissance en CE qui fait 25 mW et la portée en FCC qui est américaine, qui est de 700 mW. Clairement, la portée CE, c'est une catastrophe. Une catastrophe. On a une portée ridicule. Alors en intérieur, ça fonctionne très bien. Le signal rebondit contre les murs, du coup on retrouve facilement son drone. Alors qu'en extérieur, honnêtement, c'est très difficile de piloter. À vue, on peut aller jusqu'à environ 200-300 mètres. Du moment qu'un obstacle va venir vous couper la route, c'est le blackout total, on perd le signal, on le retrouve. C'est très compliqué de piloter. Oubliez tout de suite de faire du drone en plein milieu d'une forêt, ça ne fonctionnera jamais. Les vidéos de teaser que vous voyez dans les rochers où ils font des pirouettes à droite, à gauche, ça ne marchera pas chez nous. Heureusement, il y a des solutions pour bypasser ce problème. Je vous laisserai vous renseigner. En tout cas, on a du mieux, du grand mieux, ça fonctionne mieux. Et là, on a toutes les fonctionnalités du drone en termes de pilotage et c'est un vrai régal. Concernant la résistance au choc, je vous dirais que ce drone est très résistant à vitesse normale. J'en ai fait à l'intérieur, j'ai tapé dans les murs, il n'y a pas une égratignure, alors c'est un peu de peinture peut-être sur la coque. En revanche, le drone que j'ai dans les mains est fracassé. J'en ai un second qui est arrivé de garantie parce que celui-là a eu un fâcheux défaut. Ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à environ 100 mètres de distance, donc à vue d'après la réglementation européenne. J'ai perdu le signal et le drone a fait un front dans les cailloux. La caméra est cassée, j'ai la coque qui est également cassée. Alors l'avantage c'est que toutes les pièces se changent très facilement, même la caméra franchement ça coûte pas très cher le petit support. Donc pour en revenir au choc, si vous prenez les cailloux pas résistants,
Si vous prenez des murs, des arbres, il n'y a aucun problème, franchement, c'est très facile de changer les pièces. DJI a d'ailleurs mis une vidéo en ligne où on voit démonter tout le matériel du drone, tout se change. Et ça, c'est un gros point, sachant que tout coûte rien, tout coûte pas cher. Pour vous dire, la structure, je crois qu'elle coûte 17 € et les tours d'hélice 10 € ou l'inverse. Bon bref, c'est pas des gros budgets et là, franchement, c'est très appréciable. Maintenant, on va parler prix. DJI propose 3 formules différentes. La première, c'est à 1149 € qu'on va pouvoir l'avoir avec le DJI Goggle V2, le drone DJI Avata et le Motion Controller. Le pack numéro 2 contient le DJI Goggle 2, le Motion Controller et le DJI Avata. Vous pouvez aussi également, comme je vous ai dit tout à l'heure, acheter le DJI Avata seul, ce qui est un grand avantage quand vous avez déjà le DJI FPV. Honnêtement, je pense que c'est la meilleure option. Si vous voulez du coup piloter le drone en manuel, il va falloir vous dégoter une contrôleur 2 de chez DJI qui coûte encore 150 €, donc c'est encore une somme à rajouter et ça commence à faire quand même pas mal de sous. Honnêtement, je pense que la meilleure option si vous avez DJI FPV, c'est de garder votre DJI Goggle V2. Oui, il est plus gros, il est plus lourd, il est moins pratique, mais la différence de prix entre le DJI Goggle 2 et le V2, pour moi, n'est clairement pas justifiée. Voilà, on a un truc qui est plus compact, mais en termes d'affichage et de qualité, mis à part pour parler des films à l'intérieur, moi je trouve que c'est pas non plus justifié quoi. Maintenant, on va parler les plus et les moins en résumé. On va parler en premier des moins, et clairement, c'est le pack du DJI Motion Controller. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi DJI n'a pas directement intégré le contrôleur 2 dans leur pack. Je pense que c'est aussi une façon d'écouler les motion controllers qui n'ont pas dû beaucoup se vendre à l'époque, mais je trouve que c'est pas très fin de leur part. Les gens vont encore devoir investir plus d'argent pour pouvoir utiliser à 100% leur drone, et ça clairement c'est un raté complet quoi. Le second reproche que je lui fais, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais c'est le pied pour le poser. C'est compliqué de le poser où on veut, dès qu'on est dans des cailloux, dès qu'on est dans la forêt ou n'importe où. En fait, on n'a pas cette hauteur qu'avait le DJI FPV. Ça, pour moi, c'est un gros raté. Mais bon, après, d'un côté, en y réfléchissant, ça prendra encore plus de place. Alors, pourquoi pas avoir fait un système de pied amovible, je sais pas. Mais je pense que si on veut s'en servir, par exemple, à la neige ou ailleurs, il faudra du coup investir dans des pieds pour le surélever un petit peu. Troisième point, c'est la portée en CE qui est complètement pétée. C'est vraiment inutilisable correctement. Enfin voilà, la réglementation européenne est faite comme ça. On doit respecter la loi, je vous le rappelle. Mais c'est vrai qu'on a ce problème de pilotage qui est vraiment pas confort. On a toujours peur de perdre le drone à n'importe quel moment. Et évidemment, je l'ai perdu et ça s'est manché quoi. Le quatrième point, c'est l'emplacement de la carte SD et de la micro SD. Franchement, DJI, là, c'est vraiment un raté complet. L'emplacement est galère à atteindre. On y arrive au bout d'un moment, mais surtout le plus chiant c'est pour remettre la carte SD. J'y passe à chaque fois 10 minutes. Donc ça, ouais, c'est un peu moyen. Cinquième point, c'est pour chipoter, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la puissance de reprise. Je trouve qu'elle est pas folle. Après, ça reste un ciné-whoop, c'est pas du tout sa fonctionnalité de faire des dives. C'est après ça qu'on puisse déjà le faire, mais voilà, il y a ce petit côté puissance qui est un peu manquant à mon goût personnellement. Il y a un dernier flop que je n'ai pas évoqué durant la vidéo principale quand j'ai fait le tournage. Entre temps, je suis retourné voler et il m'est arrivé 2 fois le même problème sur des modes accro, sur un virage un peu trop serré. Quand le drone se retrouve à 90 degrés par rapport à l'horizon, on a à chaque fois un décrochage du drone assez marqué. En fait, le drone se décroche complètement et finit une fois sur 2 au sol. Un coup, j'ai cassé du coup la caméra du drone et le second coup, reprise de garantie, j'ai pété l'hélice. Bon, l'hélice, c'est pas bien grave, ça se change. En tout cas, c'est bon à savoir. Je pense qu'il y a clairement un problème sur le gyroscope du drone. Ça vient pas forcément de mon drone parce que le premier fait pareil. Je pense que c'est une mise à jour et sûrement une erreur de logiciel. Donc attention, en mode accro, quand vous faites des virages un peu raides, côté gauche ou côté droit, méfiez-vous vraiment de ne pas vous retrouver à la verticale et de perdre complètement le drone. Concernant les plus, concernant le prix du DJI Avata seul est vraiment une bonne surprise. On peut s'équiper facilement et rapidement avec cette machine sans avoir à débourser 1000 €. DJI a fait un bon travail sur la compatibilité entre les deux drones et ça c'est super appréciable. Second point, l'autonomie de vol qui est plutôt bonne. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais clairement on est à 18 minutes d'après DJI. En réel, on est plutôt à 10 minutes grand maximum en accro, bien sûr. C'est fort appréciable, sachant qu'on n'a pas mettre de GoPro dessus, du coup on n'a pas de poids en plus, donc on aura vraiment 10 minutes de vol tout le temps. Les batteries sont très petites aussi, facilement transportables et rechargeables par port USB. La caméra, elle a une qualité très bonne.
J'apprécie beaucoup le rendu en vidéo, les FOV qui sont très variés, j'en ai pas trop parlé non plus, mais voilà, ça c'est vraiment un point positif et ça il faut le souligner, il y a une grosse évolution entre le DJI FPV et le DJI Avata. La stabilisation pour moi est vraiment excellente. On a deux possibilités, ou le plus naturel ou le plus artificiel, mais l'artificiel s'approche de l'excellence avec Giroflow et là franchement on a des plans qui sont stratosphériques. Clairement vous allez vous régaler. Maintenant, pour qui est destiné ce drone? Pour moi, il est destiné pour tout le monde, que ce soit professionnel ou amateur. Il est petit, il est compact, facilement réparable, bon sauf dans ce cas-là. Et surtout, il n'est pas très cher au final quand on regarde le drone seul, il n'est pas excessif. Il va remplacer 95% des drones, mis à part les stabilisés qui n'ont absolument pas la même fonctionnalité. Mais je pense que sur des tournages, c'est plutôt lui que je vais privilégier plutôt que les autres drones FPV. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça a été le plus clair possible et le plus compact. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine, salut!